Alors monsieur, bonsoir, bienvenue à cette émission Carte sur table de ce mardi 21h, 23h. Nous allons avoir 2 thèmes et 4 invités. Enquête sur les litiges fonciers, les bandits à col blanc dans le viseur, ce sera le premier thème. Et puis, candidature aux élections, la constitution des listes dans le viseur. Je l'ai dit, 4 invités. Je dis d'abord bonsoir à Pierre Yen Epor, Pierre Yen Epor, qui est enseignant d'histoire politique et sociale. Bonsoir. Merci, monsieur Dipita, bonsoir. Bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Vous disiez que vous êtes parti de Yaoundé à 10h, vous êtes arrivé à Douala à 18h, c'est ça, 19h? Ah oui. Nous avons eu un voyage assez lent et long du fait d'un accident après le péage de Déa. C'est ce qui a vraiment perturbé la circulation. Oui. D'accord, merci d'être là. Maître Achille Ledjo, bonsoir. Bonsoir mon cher Dipita, bonsoir au copanel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Une fois de plus, merci de nous associer au débat de ce jour. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous retrouverons cette messe du débat républicain. Au nom du SDF, je vous redis merci. Conseil juridique du SDF, évidemment, 4. Conseil juridique national. Conseil juridique national, bien sûr, ouais. Du SDF. Ça fait 23 ans de combat. Il y a des régionaux. Effectivement. Ah d'accord. J'étais régional, j'étais conseiller juridique régional, tout le littoral, avant d'être porté à la tête du conseil juridique national lors du dernier congrès du SDF. Une belle promotion, on peut dire. Oui. La reconnaissance d'un travail. Justement. Le grand conseiller, M. Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir maître, bonsoir Delta. Grand conseiller à la mairie de la ville, président de sous-section aussi. Conseiller municipal d'abord. Conseiller municipal. Voilà 2. Président de sous-section RDPC, quartier Mbamérombo, l'un des 33 quartiers de la deuxième et grand conseiller à communauté 22. Merci infiniment d'être là également ce soir. Merci. Il pleut des cordes, vous n'avez pas été perturbé ce soir. Vous dites? Il pleut des cordes, vous n'avez pas été très gêné. Le RDPC ne subit pas la pression atmosphérique. Nous répondons toujours avec volonté qu'ici et quand on est invité. Alors on va commencer peut-être avec le premier thème tel que c'est indiqué. On va parler de cette enquête transcrite par le chef de l'État et publiée et annoncée par le secrétaire général, le ministre d'État à la présidence de la République sur les questions foncières concernant le domaine de l'État, mais plus généralement on parle de cela, pour parler de ces questions en général. D'abord, avez-vous été surpris par cette instruction du président de la République, ou alors pour vous, il en était temps, Maître Ledjo? Mon cher Dipita, surpris non, surpris non, mais quelque part satisfait. D'accord. Je vais le dire comme je l'ai ressenti, satisfait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour ceux qui sont habitués aux fonciers au Cameroun, principalement Douala, Yaoundé, je veux dire les grandes métropoles, vous comprenez que vous pouvez conclure que la prochaine émeute au Cameroun pourrait venir de la terre. J'ai été satisfait parce que nous avons passé beaucoup de temps à décrier cette situation. Nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire aux responsables, pour dire à l'ordre de 82 que ça va mal. Les appétits fonciers au Cameroun ont fini par créer une certaine hémorragie. Le titre foncier qui était jadis définitif, inattaquable, intangible, est aujourd'hui un machin. J'aurais beaucoup à dire.
Mais je voudrais aller de façon méthodique. D'abord, il y a une très grande mafia qui se passe au Cameroun en ce qui concerne les terres. D'abord pour ce qui est des terres du domaine privé de l'État. Cette cacophonie régnait d'abord du fait que l'État pouvait vendre à qui il veut, suivant les règles de droit commun, un lopin de son bien, de ses terres. Sauf que cela était une réserve et du préfet, du lieu de situation de l'immeuble et du ministre des Domaines. Je crois que c'est en 2005 qu'ayant vu la gabégie foncière dans laquelle ces responsables s'étaient jetés, également le législateur dira que désormais il faudrait le visa mieux l'approbation du président de la République. Mais jusqu'à là, ils ont trouvé des manières, des stratagèmes pour spolier de l'État. Lorsque vous regardez la lettre du ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, il est dit que le président de la République, in fine, a constaté une certaine spoliation des terres relevant du domaine privé de l'État et des particuliers. Maintenant, lorsque vous revenez dans les terres appartenant aux particuliers, vous vous rendez compte qu'on a mis cette espèce d'utilité publique pour exproprier les populations à tort ou à raison, sans indemnisation préalable. En réalité, on ne devrait pas prendre vos terres sous le prétexte d'utilité publique sans avoir au préalable versé une nette et juste indemnisation. Ça, c'est l'esprit du code napoléonien, le code civil de 1804, qui en réalité s'est vu appliqué comme ça au Cameroun après le départ du colon. Sauf qu'en 1985, lorsque l'État du Cameroun procède à des corrections, on prend dans le décret ou la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et à ce niveau, il est dit l'État peut indemniser avant ou après l'expropriation. C'est ça donc qui a amené certaines autorités administratives à manipuler ce texte dans le sens où aujourd'hui vous avez des populations qui sont expropriées de leurs terres pour cause d'utilité publique sans indemnisation. Ces gens se disent, non seulement vous prenez nos terres, même notre argent vous prenez, vous ne nous donnez pas. On est dans quelle république? C'est cette modification, c'est cette correction qui, ma foi, est manipulée à dessein et de mauvaise foi par les autorités en charge de gestion de nos terres. Maintenant, lorsqu'on vous dit les spoliations vont au niveau où on va vous dire, mon cher Dipita, pour quelqu'un, pour une seule personne, on peut lui attribuer 20 hectares, 100 hectares, 400, c'est pour faire quoi? Il est de principe dans des pays respectueux que lorsque vous venez même avec un projet, vous voulez, je dis n'importe quoi, 100 hectares, on peut d'abord vous donner 20. Question de voir ce que vous voulez implémenter avant de s'appesantir sur une éventuelle extension. On ne peut pas, parce que ce sont des terres qui relèvent du domaine national, se dire
Et ben voilà, on vous donne 400 hectares au détriment des intérêts et droits des populations locales. Je voudrais sortir par ce point en invitant ou alors en attirant l'attention de nos frères et sœurs qui nous écoutent, les concitoyens qui nous écoutent. Cette émission, personnellement, je l'ai préparée sous un angle beaucoup plus pédagogique et non sous le label du politique. C'est vrai que le politique viendra, n'est-ce pas, démontrer les failles du système en place. Je voudrais leur dire donc à ces concitoyens de faire très attention. Suivant nos traditions, souvent notre vécu, les terres que nous avons au village, sur lesquelles chacun va dire voilà notre concession, voilà où mon père sort, voilà où ma mère est native, faites très attention. Ce sont des terres pour la plupart qui font partie du domaine national. Et le domaine national, c'est l'État qui le gère. Donc, si quelqu'un vient demander l'immatriculation directe, il suffit juste, suivant les textes en la matière, de démontrer que l'on utilise ou on a mis en valeur cette terre avant le 5 août 1974. Et puis, on va vous attribuer le titre foncier sur cette terre, à condition que la procédure soit suivie dans, je vais dire, étape par étape. Et vous allez donc vous rendre compte que il y a des familles entières qui vont crier au ras-le-bol, mais parce qu'elles n'ont pas compris qu'en réalité, elles étaient implantées sur le domaine privé de l'État, le domaine national. Et le domaine national, l'État en est gestionnaire. Merci. Monsieur Yen, sur la première question, êtes-vous surpris? La même question de tout à l'heure, ou alors simplement une suite logique au regard de la problématique de la gestion du domaine de l'État? Merci, monsieur le député. La problématique foncière au Cameroun est, avec d'autres aspects de la gouvernance publique, une question éminemment préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que le Cameroun, sur le plan domanial, foncier et domanial, est assis aujourd'hui sur un brasier. Et cela date depuis longtemps. Il faut toujours se rappeler que le Cameroun commence en 1884 avec ce qui a été appelé le protectorat allemand et que la problématique foncière est adossée sur une sorte de malédiction, d'expropriation et même d'assassinat, de crimes commis par des colons blancs. Et cette malédiction suit jusqu'à nos jours la gestion au niveau étatique camerounais. Pourquoi? Depuis les indépendances et la réunification proclamée, nous n'avons pas eu le courage dans notre nation de faire la palabre de notre histoire tumultueuse avec l'Occident colonial, et sur des aspects comme le foncier. Vous allez remarquer que quand les Allemands arrivent, en 1896, ils déclarent toutes les terres camerounaises propriété de la couronne britannique, de l'Empire allemand, de la couronne allemande, la couronne impériale allemande. Et cette déclaration suit avec, nous avons eu la fameuse histoire de l'expropriation du plateau Jos à Douala, qui a coûté la vie à Rudolf Douala Mangabel. Nous avons eu des expropriations partout ailleurs au Cameroun, avec les concessions qui étaient attribuées aux firmes allemandes.
aux églises coloniales. Nous avons eu des expropriations pour la création des grandes plantations agricoles. C'est où commence ce que nous appelons modestement la malédiction foncière au Cameroun. Parce que les communautés camerounaises, les sociocultures camerounaises, n'ont jamais, n'ont jamais accepté de gré de perdre leurs terres. Et il n'y a jamais eu une négociation, non seulement avec les administrations coloniales, mais également avec l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais. Donc, il faut se le dire, nous souffrons aujourd'hui, la gestion qu'on peut appeler problématique du foncier au Cameroun est tributaire d'un certain nombre d'aspects qu'il faille corriger même sur le plan de notre droit. Vous savez, le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays africains, a adopté un système étatique, un modèle de gouvernance qui n'est pas le sien, un modèle hérité de la colonisation, qui était d'ailleurs, Maître a parlé tout à l'heure du système, il a convoqué une loi napoléonienne. Code civil. Oui. C'est-à-dire un modèle qui était déjà dépassé en Occident. Et le modèle occidental même, qui sévit chez nous, qui a été imposé chez nous et qui sévit, a lui-même toutes les, je vais appeler ça les déclinaisons que vous voyez aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan social, des mœurs et autres. Donc, c'est cet ensemble, ce système, quand on parle de système, c'est ce système de gouvernance en général occidental qu'il faut revoir à la base et au niveau foncier particulièrement. Je pense que nous allons discuter. On parle aujourd'hui des bandits à col blanc dans le viseur, mais il y a eu avant les vrais bandits, ou du moins les vrais agresseurs à col blanc qui étaient les blancs. Nous avons eu ensuite les agresseurs à col vert qui étaient les concessionnaires blancs, à qui on a donné des milliers, des centaines de milliers d'hectares. Nous avons eu même je vais les appeler des bandits à col rouge. Vous savez la douloureuse histoire de décolonisation du Cameroun avec le parti nationaliste UPC, où des opportunistes ont profité à certains endroits du pays, naturellement dans le Mungo et même un peu à l'ouest, pour assassiner des propriétaires fonciers et s'accaparer leurs biens. Donc c'est un peu tout cela qui peut justifier aujourd'hui. Au niveau des gestionnaires, des acteurs même qui interviennent dans la chaîne de cette administration foncière. Il faut le dire, c'est terminé. Oui, pour terminer, il faut le dire, ces acteurs même ont hérité de ce système dont nous parlions. Les administrateurs civils en particulier se comportent en sorte d'administrateurs coloniaux. Je ne sais pas si on a juste changé la terminologie d'administrateurs civils en administrateurs coloniaux, parce que il n'y a pas un respect de la norme juridique dans cet aspect en ce qui les concerne. Il y a trop de passe-droit, il y a trop de tricherie, nous allons dire, et on le verra tout au long de notre échange. Merci. La même question, Charles Elie, sur l'ouverture de cette enquête. Non, je ne suis pas surpris. Il fallait bien que ça arrive tôt ou tard, M. Diputa. Et j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Lorsque nous lisons le document du ministre d'État, secrétaire général de la République Adesso, il dit, en vous faisant tenir 6 juin pour exploitation, copie d'une liste non exhaustive des cas d'atteinte à la propriété foncière qui impliquerait
notamment les services du ministère des Domaines et tout ça, j'ai l'honneur de vous répercuter. Et il parle d'une période 2020 à 2024. Ça, c'est le document qui lance. Il n'y a pas de document à l'antenne. Non, mais c'est un document public, Il monsieur n'est pas Djibita. public. Il a laissé à quelqu'un. Bon, c'est le public. C'est ça qui déclenche. Les réseaux sociaux. L'émission. Non, il est signé. Jusqu'à présent. Je le dis de principe. Bon, maintenant, vous n'avez pas m'interdit d'évoquer les décrets et les lois. Non, là, Voilà, par contre, merci, elles sont publiées au journal officiel. Lorsque vous regardez ces documents, vous vous rendez compte que, Maître l'a dit tout à l'heure, lorsque le 12 février 2021, le 12 février 2021, le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, demande au ministère des Domaines de retransmettre vers la présidence tout acte, que ce soit d'une entreprise, que ce soit d'une personne qui veut le terrain, quelle que soit la superficie. C'était à la suite de plusieurs scandales. Nous avons le scandale des expropriations militaires de près de 50, 100, 200, 3000, 4000 hectares des populations riveraines, des communautés, pour des individus qui se disaient faire des affaires et même des économies pour le Cameroun. Vous avez le cabinet d'audit Intelligence Patrimoniale Plus qui, en juin 2020, commis par l'État du Cameroun, sort un rapport terrible sur l'État du Cameroun et qui pousse la Banque mondiale avec son rapport Doing Business à faire descendre et dégringoler la note du Cameroun parmi les pays les plus corrompus, notamment au niveau foncier et domanial. Lorsque vous avez d'un autre côté la spoliation, c'est le thème qui avait été utilisé, la spoliation tout azimut de tout ce qui est domaine, que ce soit public ou privé de l'État, c'est en ce moment-là que le ministre d'État, secrétaire général président, style, sonner l'alarme et qu'il faut. Et pour ça que vous regardez même que la période d'enquête va de 2020 en 2024. Maintenant, la loi est claire, monsieur Djibita. J'ai ici avec moi le décret 76/167 du 27 avril 76, fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'État, signé par Amadou Ahidjo, et l'ordonnance 74/2 du 6G74 fixant le régime domanial. Dans tous ces documents, on fixe plus ou moins encadrant, avec l'historique que vient de donner M. Epor, comment est-ce que l'État va gérer les terrains, les terres, les biens et tout de l'État, et que lorsqu'un Camerounais désire, il faut d'abord dire à tous les Camerounais que tout Camerounais, justement pour répondre, essayer de soulager les peines, tout Camerounais a le droit de demander à jouir, entre guillemets, d'un terrain, que ce soit d'un bien privé de l'État. Il a le droit. Là, il suffit de faire la demande au préfet. J'ai l'ordonnance de 74 avec moi, maître, c'est pas moi qui le dis. Le domaine privé de l'État peut être affecté à des services publics, cédé aux personnes morales de droit public, attribué en jouissance ou en propriété à des personnes physiques ou morales. Signé Amadou Ahidjo en 74. J'ai ici avec moi le décret numéro 76 qui parle tout service public ou toute personne désirée de bénéficier de l'affectation d'un terrain domanial en fait la demande au préfet du département où se trouve le bien sollicité. C'est ce qui est dit dans la loi. Le problème se pose au niveau justement de la réglementation. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que tout ce qui est dit ici, lorsque vous venez demander le terrain, vous savez comment quoi, est-ce que c'est respecté? Est-ce que le préfet qui reçoit le document fait les constatations qu'il faut? Est-ce que tout le monde est dans la commission? Est-ce que vous payez ce qu'il faut payer? Est-ce que tout le monde respecte cela? C'est là où parfois les problèmes, parce que la mafia, comme a dit Maître, c'est que en ce moment-là, personne ne respecte les procédures. Dernier rapport du MINCAF sur 10 Camerounais qui font la demande, rien qu'au niveau du titre foncier, 9 sont corrompus. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire, sur 10 dossiers traités dans ce ministère, pour rien que le titre foncier, 9 dossiers sont irréguliers. Un seul dossier est plus ou moins normal. Donc, vous voyez donc à quel niveau se trouve le truc. Maintenant, lorsqu'il finit de le dire, nous avons un problème dans ce pays où il faut que l'État protège son domaine privé et que ceux des Camerounais qui en ont vraiment besoin, dans leur utilité efficace pour servir le Cameroun, puissent en avoir. Député, est-ce que vous savez que lorsque j'ai lu ce document, j'étais effrayé de comprendre que ce qu'on appelle le domaine public routier, par exemple,
Est-ce que vous savez qu'il y a interdiction de construire des maisons en matériaux définitifs tout le long du domaine public routier? On m'a cité par exemple la route, la prétendante de Est. Tout ce que vous voyez de tous les côtés là, comme immeuble déjà, bâtiment, doit être détruit. Parce que c'est tout ça. Mais vous avez des gens à ce niveau-là qui ont des titres fonciers, qui ont eu des permis de bâtir, qui ont eu. Tout ça fait donc qu'on se pose des questions. L'État du Cameroun a ces terrains qui lui appartiennent, qu'il a obtenus de manière onéreuse, je ne sais pas comment, mais que les gens aujourd'hui occupent illégalement. Certains ont acheté à 1 franc symbolique, les actifs de l'ex-RG-FECAM, les actifs de l'ex-NCPB, les actifs de l'ex-ONPC. Donc c'est à ce niveau donc, que se trouve ce problème. Et là, ça c'est au niveau, maintenant au niveau des communautés. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la prochaine guerre qui va arriver à ce pays. La guerre Mousgoum contre Moundan que vous suivez là. La guerre Kapsiki contre tel, où le pâturage devient de plus en plus rétréci, merci maître. Où l'eau, il n'y a plus l'eau. C'est parce que au fur et à mesure, les gens occupent les terrains qui ne leur appartiennent pas. Aux grandes dames et au su et au vu des autorités, plus ou moins chacun y est dans sa complicité. Maintenant, au niveau du MINCAF, lorsqu'on dit que l'enquête va être lancée, moi j'estime que lorsqu'on parle, dans votre sujet, on parlait des bandits à col blanc. Nous savons que d'après la terminologie française, le col blanc, ce n'est pas ceux qui nous braquent à la maison tous les jours, ce n'est pas ceux qui nous les pickpockets. Les cols blancs, c'est ceux qui sont assis quelque part, dans un bureau, qui ont le pouvoir de décider, qui ont le bic, et qui, dans cette position, vendent, dilapident les biens de l'État avec leurs amis, avec leurs complices, et font ce qu'il y a à faire pour que cette enquête-là qui vise donc. Et nous sommes donc vers cette émission pour se dire des choses. J'ai donc pour souvenir, pour dire que à cette émission, j'ai aimé votre courage. Le courage que vous avez eu de lancer cette émission et de dire, parlons-nous, disons-nous les choses, essayons, comme m'a dit aussi Maître là, je suis d'accord avec lui, qu'on se débarrasse un peu de l'aspect politique. Et qu'on se dise, moi qui suis élu par exemple, il y a des choses terribles que je vois depuis que je suis à la mairie de la ville. Pas que la mairie de la ville fait des choses, c'est-à-dire des choses que je vois qui se passe où, quand il faut faire un certificat d'urbanisme, quand il faut faire un titre foncier, quand il faut faire un permis de bâtir, les choses que je vois au Canada, les choses que je vois sur le terrain, les consultations riveraines, où est-ce que vous retrouvez dans votre communauté et que vous voyez à la télé qu'on a signé 14 hectares, 132 hectares à quelqu'un. Or, vous êtes riverain, proche, c'est-à-dire voisin du terrain en question et que vous n'avez pas été consulté. Donc, tout ça, vous voulez dire, cette émission est pédagogique, monsieur le député. Elle est pédagogique dans le sens où nous allons apporter notre petite connaissance des choses et pour que les autorités, dans leur travail, prennent les décisions qu'il faudra plus tard pour que cette affaire de terrain ne soit pas, la cause d'une guerre fratricide entre nos Camerounais, mais ce soit plutôt, comme le disait Adam Smith, l'un des 3 facteurs dans le développement d'un pays. Parce qu'il y a le capital, il y a l'argent, il y a la terre. La première richesse, quand on veut développer un pays, c'est la terre. Protégeons nos terres et que cette terre soit plutôt orientée vers le développement intégral du Cameroun et non nos besoins. Mais le Dieu, quel est le problème de fond sur ce dossier, dans ce sujet? Le problème de fond, je vous parle en tant que praticien. C'est pour ça que la je pose corruption. Okay. C'est la corruption du bas échelle jusqu'en haut. Allez au cadastre, le haut lieu de la mafia foncière pour ce qui est du littoral, c'est le service du cadastre. Que ce soit dans le Mungo, que ce soit dans la Sanaga maritime, que ce soit dans le Vouri, que ce soit dans l'Onkam. Le service qu'on appelle le cadastre, c'est des gros faussaires. C'est des gens qui sont capables de vous faire un état des lieux. Le ministre peut ordonner un rapport d'état des lieux. Je vous dis, ils font un état des lieux, vous dites, il n'y a aucune bâtisse. La conséquence, c'est que l'impact environnemental, si par exemple c'est une route qui passe, on va vous dire qu'il n'y a aucun titre là-bas, il n'y a rien, alors que des gens y sont implantés. Tout ça parce que la mafia, la corruption est généralisée. Lorsque je vais aller au cas par cas,
avant d'arriver sur la généralité. Lorsque vous prenez le cas du morcellement, je peux vous dire qu'en réalité, les procédures voudraient que dans la normale, entre 5 et 6 mois, vous avez votre titre foncier. Mais là-bas, au cadastre, un dossier va entrer au contrôle, passer 1 semaine. Vous venez donner de l'argent, ça sort. Quand ça arrive à la mise à jour, 2 semaines, vous donnez l'argent, ça sort. N'en parlons plus quand ça arrive au secrétariat du chef service. Donc il doit signer. On vous demande encore de l'argent pour mettre des cachets. C'est terrible. Oui. Nous sommes un média de masse. Allez vérifier. Non. Ce que je vous dis, je n'ai pas indexé un seul département. J'ai indexé un service dans 7 départements. Un service déconcentré du ministère en charge des terres au Cameroun, parlons terre à terre. Allez-y, je vous dis, le cadastre, si vous voulez qu'on n'informe pas vos masses, vos téléspectateurs, vous nous dites, ou alors, vous prenez ce que je dis avec des pincettes, envoyez même avec des caméras cachées. Ce que vous aurez déjà avec dit. des caméras cachées, là-bas. C'est que vous aurez déjà dit. Et il peut arriver que le jour où on fait la descente, rien ne se passe. Non. Allez avec des caméras cachées. Non, ou alors renseignez-vous autour. Je vous dis en praticien du foncier au Cameroun, mieux dans le littoral. Je vous laisse poursuivre, mais ce que je vous alors maintenant, quand vous votre attention sur les indexations précises. J'ai indexé qui? Le cadastre. Le cadastre de quel département? C'est un service. De quel département? Au Cameroun. Alors, je suis libre. Actuellement, nous indexons un ministère. Donc, nous sommes en train de faire une thématique sur un ministère. Le service déconcentré, mon cher Dipita, c'est celui que j'indexe, le cadastre. Je vous laisse poursuivre, sachant que vous avez mis les gants. Allez-y. Merci de me laisser poursuivre. Avec les gants. Très bien. Pour ce qui est de l'immatriculation directe, j'ai fini avec le morcellement. Pour ce qui est de l'immatriculation directe, c'est les terres du domaine national. Et on va vous dire, il faut avoir mis cette terre en valeur avant le 5 août 1974. Et vous allez voir que la commission, ou alors, comme vous voulez, qu'on n'indexe pas les services. C'est ça? Très bien. Vous ne pouvez pas, au bout de l'immatriculation directe ici, dans le Vouri, qui a quand même des terres disponibles, vous ne pouvez pas avoir un titre foncier à moins de 2 millions de dépenses. Dans le nez, vous ne pouvez pas avoir un titre foncier à moins d'1 million. Immatriculation directe. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des poches de dépenses qui n'entrent pas dans les recettes de l'État. C'est des poches de corruption parce que vous êtes obligé de donner ici. Vous êtes obligé de donner pour que ça monte, ils ont dit réseau géodésique, pour qu'on mette... Je vous dis, le foncier au Cameroun a aiguisé beaucoup d'appétit. Quand les gens ont leur lopin de terre, première des choses, on songe à mettre un immeuble en location. Ça génère des revenus et ça crée un conflit, une hémorragie foncière chez nous. C'est justement pourquoi nous venons dénoncer ce genre de choses. Lorsque vous prenez le domaine privé de l'État dont parle le ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, vous vous rendez compte que les textes vous disent que l'État peut disposer de ces terres, soit par adjudication, soit par vente de gré à gré. Allez voir comment ça se passe le gré à gré. Puisque l'on veut parler, vous dites non, n'indexez personne. Allez voir comment ça se passe le gré à gré. Puisque je ne peux pas parler sans indexer, par exemple, la préfecture. Je ne dis pas c'est tel préfet, je ne dis pas c'est telle préfecture de tel département. Je dis c'est la réserve, c'est le champ compétentiel du préfet du lieu de situation de l'immeuble. Mais quel que soit le préfet, vous allez voir que c'est des commissions de micmac. Vous ne déposez pas une certaine enveloppe, le message porté ne sort pas. Je sais de quoi je dis,
je suis dans un domaine que je maîtrise. Le message porté ne sort pas pour convoquer la commission. Et vous devez, monsieur, bien vous attendre à ce que l'enveloppe également de la commission soit consistante. Sinon, le PV ne sera pas signé par tous les composantes de la commission. Autre chose qui n'est pas des moindres, les riverains. Ce qu'on a appelé les voisins. Au Cameroun, on dit la chèvre broute où elle est attachée. Vous allez appeler votre voisin, viens vraiment signer sur P, c'est mon terrain, est-ce que moi j'ai un problème avec quelqu'un? Pour donner la photocopie de sa carte d'identité, il va vous dire, voisin, ça se passe comment? Je ne donne pas mes trucs comme ça. Je vous dis, c'est généralisé de la base au sommet. Et lorsqu'on parle de col blanc, c'est justement parce que ce sont ces hauts cadres tapis dans les ministères et dans les grandes chancelleries qui en réalité entretiennent cette corruption. Je vous ai dit en début d'émission, je n'ai pas été surpris par cette correspondance du SGPR, secrétaire général président de la République. J'ai été plutôt... Je me suis dit à un moment, il fallait ça. Pourquoi? Parce que, mon cher Dipita, c'est depuis quand on dit qu'il faut faire des investigations de 2020 à 2024, je dis jusqu'à là, je reste sur ma faim. C'est depuis 43 ans. Plus même. Que ça existe. C'est depuis des décennies que les Camerounais souffrent du problème de la terre. Les textes datent de 1974. C'est vieillissant. Il faut les toiletter et les arrimer à notre contexte. À notre contexte, qu'est-ce que je voulais dire? Sociologique, anthropologique même. Il faut les contextualiser. Les textes qui sont en réalité nuisibles pour le peuple, comme par exemple en 1985, je vous ai dit, il y a le texte sur l'expropriation pour cause d'utilité publique qui vient en réalité, je crois, corriger l'article 557 du Code civil, je peux me tromper, mais je crois que ce n'est pas loin de ça. C'est un texte qui est manipulé à souhait par l'autorité administrative. Un exemple pour sortir. Dans les années 2017 ou 2018, je suis le conseil des populations de Guépi ici à Bonabéry, Mabanda, où est actuellement le poste de gendarmerie de Mabanda. C'est moi. En face de moi, il y avait l'actuel gouverneur du centre qui en réalité était dans son champ compétentiel. Ma première préoccupation était celle d'indemniser les victimes avant de commencer à retirer les toits. Mais laissez-moi vous dire, et je vais garder ça pour moi, je ne vais pas vous dire les tonnes d'intimidation que j'ai subies et que même ces gars ont subi. Voilà, voilà les réalités camerounaises. Qu'est-ce qui fait problème dans le fond? Monsieur le député, ce qui fait problème dans le fond, je l'ai dit, c'est le modèle importé et imposé que nous suivons aveuglement. Mais on l'a importé, mais c'est nous qui l'appliquons. C'est pourquoi je dis que nous le suivons aveuglement. Regardez un peu, la Terre, c'est le nom de notre planète. C'est l'espace vital de notre humanité. La Terre, pour un peuple, c'est la principale rente. Maître l'a dit, M. Charles l'a dit, c'est la principale rente qui puisse exister depuis des millénaires. Je vous dis, depuis l'Égypte pharaonique. Un peuple qui perd sa terre cesse de vivre et meurt. Or, vous allez voir qu'à la période précoloniale, interrogez toutes nos sociétés traditionnelles, toutes nos communautés, en Afrique même d'ailleurs, en Afrique noire, un être humain
J'ai dit un être humain n'a de droit foncier que les 2 mètres dans lesquels il rentre quand il n'est plus de ce monde. Il n'y a pas, je ne sais pas, vous les juristes, vous appelez ça l'indivisibilité ou de... Il n'y a pas de propriété foncière individuelle. La terre appartient aux communautés. C'est pourquoi les chefs en étaient les garants. Bon, ça c'était Maître. avant. Maître. J'ai dit, oui, je parle de l'Afrique traditionnelle. Okay. Les chefs en étaient les garants. La colonisation arrive, les Occidentaux, pour des besoins de pillage de nos ressources, pour des besoins d'exploitation de notre continent, imposent leurs lois avec leur modèle et commencent la division des terres, l'expropriation, la spoliation de nos terres. Les communautés sont aux abois depuis lors jusqu'à nos jours. Et vous allez voir, ce problème foncier, quand nous l'évoquons, il est criard. Maître l'a dit tout à l'heure. D'abord, dans le littoral. Pourquoi le Sawaland? Il faut que vous le sachiez. Quand les Allemands prennent possession, quand les colons arrivent, ils ont basé d'abord leur terre, leur principale structure d'exploitation sur toute la côte camerounaise, avec la mer, l'océan, qui était la voie privilégiée de sortie, d'écoulement de tout ce qu'ils exploitaient au pays. C'est pourquoi ils ont beaucoup exploité le Sawaland. Ils ont déstructuré, plus que partout ailleurs, les sociétés traditionnelles qu'il y avait ici. On a créé des réserves où on a parqué des communautés. On a décimé certaines qui s'opposaient, qui résistaient. Et avec tout cela, la colonisation, je vous fais grâce si je reviens sur... Je ne veux plus revenir sur les preuves douloureuses du maquis, que vous connaissez tous, qui a fini par parachever. Maintenant, quand le gouvernement, quand les nationaux, dès 1957, pour le Cameroun français, prennent la gestion du pays avec M. Mbida, ils ne font rien pour régler le passif colonial sur le foncier. Tout au contraire, ils continuent. Vous allez voir que la plupart des concessions agricoles, par exemple, dans le Mungo, qui avaient été données en exploitation aux colons et qui devaient être restituées aux communautés après l'indépendance ou après le départ des colons, ne leur ont plus été restituées. Pourquoi? Certains ont profité de la lutte UP6 pour instaurer le désordre et se les accaparer. Je vous dis, quand on parle de bandits à col blanc avec les plénipotentiaires du régime de l'époque, je prends un cas. Quand vous allez en Consamba, on vous parle de la pastorale. La pastorale, avec la ferme de Ndjichicha à Tchang, c'était 2 grandes fermes d'élevage bovin. La pastorale, que vous voyez en Consamba, plus des milliers d'hectares. Vous savez à qui c'est revenu? À quel droit? À qui est-ce que cette ferme-là est revenue? Aujourd'hui, allez enquêter, vous allez voir. Comment est-ce que un originaire du Nord Cameroun soit arrivé à bénéficier de plus de 1000 hectares en plein cœur d'un Consamba? Vous décriez les militaires Un où hectare. sont origines. L'enjeu de la mission n'est pas de citer les collatéraux. On parle des problématiques précises. Monsieur Dipita, D'accord. en histoire, l'histoire est faite de 3 choses. Il y a les faits, il y a les acteurs, il y a la chronologie. On ne fait pas l'histoire. L'histoire, ce n'est pas une science mensongère.
on dit précisément ce qui s'est passé. J'ai dit seulement que l'enjeu n'est pas de citer les collatéraux. Oui, merci. Racontons notre histoire, mais laissons... Comme je le disais, j'expliquais et je vous disais, quand vous voyez par exemple à Douala, il y a les Douala ont tout perdu. Pareil pour les Ewondo à Yaoundé, qui n'ont pas demandé à abriter vos capitales que vous dites économiques et politiques. Ce sont les colons, pour leurs intérêts, qui ont basé ces villes, ont exproprié les communautés qui aujourd'hui n'ont plus ni, vous savez que la terre c'est pour des rites, pour des coutumes, la terre c'est pour l'exploitation agricole. Quand ça ne va pas à Douala ou à Yaoundé, où je vis régulièrement, je me déporte au village où je fais un peu de champ pour revenir. Mais ces communautés n'ont plus de village. Et c'est un drame. C'est des crimes contre l'humanité que le gouvernement camerounais et que la nation tout entière devra regarder. D'accord. Je voudrais continuer. Oui, je voudrais continuer en disant, sincèrement, le problème de fond est celui de notre modèle de gouvernance en général, qui n'est pas notre modèle. Mettre à citer la corruption qui gangrène, les acteurs publics, les officiels camerounais, les acteurs publics nationaux, quand ils sont assermentés, ils prêtent serment sur quoi? La Bible. Sur la Bible. Qu'est-ce qui les contraint sur la Bible à respecter? Or, vous allez voir, et les communautés fortes vivent encore aujourd'hui. Quand, dans notre système traditionnel, quand vous êtes initié, vous prêtez ce qu'on appelle la prestation de serment, c'est sur le Kaddish. Et quand vous plongez votre doigt pour faire le juron, c'est pour ne plus regarder en arrière. Si vous déviez, ça prend votre tête. Oui, et vous allez voir que la plupart de nos élites craignent énormément cette approche traditionnelle de la gestion du pouvoir. Et le foncier au Cameroun appartient non pas à l'État, mais aux élites. Quand je dis élite, c'est des occidentalisés que nous sommes. Nous tous qui avons été à l'école coloniale, qui nous sommes frayés un passage dans la société dite moderne actuelle. Ce sont des élites, ce sont des capitalistes, c'est-à-dire ceux qui tiennent l'argent. Quand vous avez la définition du capitalisme comme la recherche effrénée du profit, c'est-à-dire que même s'il faut ziguer M. Charles Elisant pour avoir mon gain, je le fais. Et c'est ça, ce capitalisme sauvage, hérité de la colonisation, qui sévit chez nous. Les capitalistes sont prêts à tout. Et les grands perdants, ce sont le bas peuple, les communautés notamment. Charles Elie, qu'est-ce qui fait problème dans le fond? Plusieurs choses. Historiquement, d'abord, je voudrais dire à M. pour que on ne va pas refaire l'histoire, que le capitalisme est la forme évoluée des guerres, de rivalités qu'on avait avant. Il voudrait aussi dire à M. pour que, quand il parle du grand Sawalan, les Bakoko se plaignent que les Douala les ont chassés sur les terres. Il y a aussi les Bassa qui se plaignent. Donc, même entre nous, les communautés, il y a aussi cette petite velléité de l'autre qui est plus puissant que l'autre qui veut prendre l'autre. Aujourd'hui, j'estime que lorsque je porte une chemise avec les écritures venant de l'Ouest, je suis autant plus camerounais que je me sens à l'aise lorsque je voudrais que M. porte aussi le NOP. Par exemple, comme tout aussi, moi, je mets le Sanja. Moi qui habite en Goudi Bakoko, je porte le Sanja. Lorsque je vais en Gondo, c'est cette multiculturalité que nous voulons et qui doit être plutôt notre richesse. C'est pourquoi je lui ai et non se plaindre de l'originaire du Nord qui a un hectare encore qu'il a le droit d'avoir un hectare encore. Si 1000 hectares.
C'est un exemple qu'il prend. S'il l'a reçu, vous n'avez pas normes, décrié la superficie. Vous avez semblé par exemple, monsieur Paul, que nous avons un grand origine. Monsieur Paul, nous avons un digne Camerounais qui a plus de 3000 hectares dans le sud. Monsieur Bokom, il emploie nos enfants, il emploie tout le monde. Il est un acteur majeur de l'économie. Je veux qu'on regarde le côté positif des choses, monsieur Paul. Lorsque, par exemple, monsieur Dipita arrive chez moi, par exemple, à Ebolova, et qui veut prendre 5000 hectares, si l'État, tout le temps par ailleurs égal, a estimé que ça devait devenir un DUP et que monsieur Paul veut y exploiter, c'est pas moi, il y a une exploitation agricole qui va faire dans le manioc et qu'à côté il y a une usine de transformation du manioc, et pourquoi pas, monsieur Paul? Pourquoi pas? C'est-à-dire, et c'est là le truc. Et je souhaite que c'est ce que les Camerounais doivent plutôt regarder. Et non regarder le côté que Epo, fils d'un con, ou fils d'Edo, est venu à Ebolova, prendre nos terres chez nous à Ebolova, où on allait faire les rites et tout. Moi, je pense que c'est ce niveau d'évolution qu'il faut avoir. Donc, il y a ce premier problème, monsieur député, c'est qu'il faut que nous luttons entre nous contre certains particularismes qui nous freinent au lieu plutôt de nous faire nous ouvrir. Deuxième chose, la corruption gangrénée qu'il y a dans ce milieu. Je veux le dire, malgré les efforts que pose monsieur le ministre Mikaf, il ne peut pas. Il fait ce qu'il peut faire. Il fera ce qu'il peut faire. Vous avez des gens, et je le dis toujours, vous avez des gens qui occupent des postes dans des ministères, dans les entreprises publiques, dans même les collectivités territoriales, qui vous disent qu'ils ont le titre foncier dans ces ministères-là. Qu'il a vu 3, 4, 5 ministres avant lui. Il dit, il va ici faire ce que tu feras, c'est ton problème, tu vas partir. Biya va nommer un autre, je vais continuer. Donc, il essaye de faire dans ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire, il avait mis en place un système où il ne veut pas que quelqu'un passe 5-6 mois au même poste. Il a mis en place des cellules de lutte contre la corruption, il essaie de frapper, il essaye, mais le pauvre, il va faire tout ce qu'il fait là, ça va continuer. Parce que le gars qui est à Bazou, qui est délégué à Bazou, c'est mon frère Lojo là-bas, est-ce qu'il gère ce que le ministre dit à Yaoundé? Il a pu faire ce qu'il a fait, ça va lui appeler pour au Canada. Donc, bon, voilà. En trois, vous avez qu'est-ce qui est domaine public, qu'est-ce qui est domaine privé. Là, peut-être je vais interroger l'expert qui est maître. À un moment donné, on ne sait pas ce qui est public, ce qui est privé, qu'est-ce qui est pour les communautés, qu'est-ce qui est pour les communautés. La terre appartient à qui? À ce moment-ci, c'est pour qui fait quoi ici? Qui fait quoi là-bas? À un moment donné, le ministre a même annulé. Il a signé un document qui parlait d'abandon des droits coutumiers. Et là, ça va énerver mon frère. Mon frère n'est pas content. Peut-être qu'on dira que l'abandon des droits coutumiers sur les commissions qui doivent attribuer les documents sur un terrain. Est-ce qu'il y a autant de choses? Donc, moi, je me dis, cette enquête vient. Et au-delà d'une enquête, disons, judiciaire, parce que là, c'est la police et la gendarmerie qui va transmettre au tribunal, les cols blancs, il faudra aussi un autre travail de fond. Au-delà du MINCAF, il y a d'autres structures étatiques qui rentrent là-dedans. Le préfet, ou le sous-préfet, ou le gouvernement ne font pas partie de ce ministère. Mais ils ont un rôle prépondérant dans l'attribution des documents qui vont... Qu'est-ce que ça se passe donc moi? Heureusement, Atangandi aussi, de son côté, a signé un document où il demande à ses collaborateurs de ne plus exproprier, déguerpir les populations, comme ce qu'on a vu à Neubel dernièrement. Donc, c'est autant de choses. Je voudrais donc dire que le problème vient de là, tout ça. Il y a énormément d'argent dans la terre, M. Dipita. Et la terre est autant productrice d'argent en fonction aussi du lieu. C'est clair qu'à Douala, capitale cité économique, que la terre soit plus chère, qu'il y ait plus de boulimie foncière à Douala que peut-être loin à Bolova. Mais la terre est devenue un objet de convoitise à un tel niveau que les gens sont prêts à s'entretenir. Naturel. Parce qu'il faut protéger l'espace vital. Il faut protéger son espace qui permet de nourrir sa famille. La terre mère, la terre nourricière, la terre maman nourricière. Et l'être humain devient cet objet de convoitise. Je vous prends un dernier exemple, monsieur le député. À Newbel, vous savez qui porte, on le dit, non pas l'État acheté, qui voulait construire des immeubles. Grande dame des populations, les jeunes qui avaient besoin plutôt d'un espace de loisirs, les jeunes de Casa la Femme s'étaient levés et on dit non. Et on dit, mettons, ce stade au nombre. Voilà un terrain qui est en pleine ville, c'est une FT. Vous imaginez le nombre d'immeubles qu'on peut construire à ce niveau-là.
Est-ce que dans la volonté de développer un pays, on va aussi oublier qu'il y a des espaces qu'il faut, des espaces verts, par exemple, pour recycler les espaces de loisirs, pour que les enfants s'amusent, pour qu'il y ait un peu de détente, parce qu'il faut développer, il y a un juste milieu qu'il faut regarder, qu'il faut choisir, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'impératif de développement. Lorsque nous voulons développer un pays, il faut ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'il faut faire avec les terres que nous avons, comment est-ce que l'État va gérer ces terres. Je pense qu'après tout ça, ces enquêtes, après avoir arrêté tous les bandits à col blanc, qui sont nombreux, parce que alors là, c'est très grave, que l'État maintenant lui-même s'asseye et prévoit ce qu'on appelle les assises générales du foncier et du domaine dans ce pays. Il le faut. On dégage les responsabilités politiques parce que cette émission est d'abord le débat politique et on essaye de voir le schéma pour ne plus tomber sur ces péchés-là, Maître Le Dio. La question? Dégager les responsabilités politiques de la problématique de ce soir. Bon, je n'ai pas d'en parler. Mais, bon, j'ai dit... J'ai dit tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, que j'ai préparé cette émission sous le prisme de la pédagogie. Le temps de développement est terminé. Et justement, et maintenant, le politique devait intervenir justement pour essayer de faire le départ des responsabilités. Il est une disposition juridique qui est mal analysée et interprétée par les populations. Disposition qui dit en réalité que l'État est le gestionnaire ou le gardien des terres du domaine national. Lorsque ce n'est pas les terres du domaine public, ce doit être les terres du domaine privé de l'État. En dehors de ces deux catégories, nous tombons dans ce qu'on appelle le domaine national. C'est l'État qui en est gardien, qui régule l'appropriation. Maintenant, suivant la correspondance du ministre d'État SGPR, qui dit qu'ils ont eu à constater un état de spoliation avancé des terres du domaine privé de l'État, également des domaines des particuliers. Commençons, c'est quoi le domaine privé de l'État? Ce sont les biens meubles et immeubles acquis par l'État à titre onéreux ou par donation, ou les terres sur lesquelles sont implantés, n'est-ce pas, les édifices qui servent au public. Voilà le domaine privé de l'État. Donc l'État a ces terres qu'il peut gérer suivant les règles de droit commun. Qui doit gérer ça? Pourquoi on ressorte les responsabilités? Je vous ai dit, c'est d'abord de la compétence du préfet du lieu de situation de l'immeuble, ensemble le ministre des domaines, et justement pour essayer de barricader la cacophonie, la gabégie que l'on avait constatée autour de la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État par ces deux autorités. En 2005, le décret, autant pour moi, de 76 a été modifié et a imposé le visa ou alors le hockey du président de la République. Voilà donc ceux qui, dans la chaîne, gèrent les terres du domaine privé de l'État. Notamment en ce qui concerne les responsabilités. Parce qu'il faut d'abord savoir qui gère pour en tirer les responsabilités. Je suis pédagogique. Alors, vous comprenez que la mafia, s'il y a cette hémorragie foncière, la première responsabilité, la première autorité sur qui on devait tirer, c'est le préfet. Après le préfet maintenant, si le préfet a bien, puisque c'est lui le président de la commission, s'il a bien fait le travail, il envoie maintenant le document au ministère des Affaires foncières. Il faut donc également regarder à ce niveau les responsabilités. L'actuel ministre des Affaires foncières avait opté, et Charles a fait allusion à cela, la gestion suivant laquelle vous, en tant que responsable, ne pouvez pas passer 6 mois,
ou 1 an. C'était bien. Vous arrivez au cadastre aujourd'hui, on vous dit que c'est plus ce chef. Vous arrivez, mais il y a des chefs du cadastre qui, à cause de leur relation tapis dans l'homme, sont là depuis 5 ans. Ils n'ont pas bougé. Regardez, suivez mon regard dans l'euphorie. Ils n'ont pas bougé depuis 5 ans. Ils ont fait de là leur maison. Pour une signature, 10 000. Cachet, 5 000. Et voilà comment ça commence. Maintenant, pour ce qui est, ça c'était le domaine privé de l'État. Pour ce qui est naturellement de ce que je vais appeler l'immatriculation directe, c'est-à-dire le domaine national, c'est encore, écoutez-moi bien, c'est encore l'autorité administrative, puisque la demande est déposée chez le sous-préfet territorialement compétent, qui doit prendre le message porté, convoquer la commission pour que le sous-préfet prenne le message porté. D'accord. Ça dépend des enveloppes et ça dépend des circonscriptions. À Bazou, par exemple, vous ne pouvez pas payer le même montant quand vous payez ici à Douala 3e ou à Douala 2e. Merci. Voilà. Charles Elie, vous dégagez les responsabilités. Les responsabilités sont que lorsque si l'enquête est bien faite, ce que nous souhaitons, que chacun réponde sévèrement à la rigueur qu'il faut devant la loi. Je vais juste convoquer, par exemple, je ne vais pas parler des documents, mais c'est des documents publics. Je me pose des questions, par exemple, lorsque il y a un document où le ministre des Domaines rétracte dans 14 départements de mon pays plusieurs... il a raison de dire parce qu'il a eu des éléments contradictoires qui lui permettent de faire quoi. C'est le même ministre qui va rétablir les titres là. Il dit qu'il y a eu erreur parce qu'il a été floué, il a été menti, il se rétracte. Donc ça veut dire que quelque part, il y a du contrôle, il a essayé de voir ce qu'il faut. Donc après avoir été rétracté comme ça, là, que ceux qui ont eu à signer les premiers documents soient sanctionnés. C'est vraiment, il ne faut pas qu'on les laisse se balader. Maintenant, il faut aussi que les décisions soient respectées. Lorsque le ministre des Finances demande à un individu de ne plus gérer les affaires de l'État, qu'il laisse aussi. D'accord. Comment depuis 2020, on dit qu'il laisse. Merci. Pierre-Yann. Il ne respecte pas pourquoi. Il ne sait pas. Parce que le système a institué des hommes forts et non des institutions fortes. Là, M. Dipita, que les gens respectent les décisions, ceux qui les ont nommés. Quand vous nommez, vous êtes content. Quand vous dites laissez, que les... Pierre-Yann n'est pas. Vous dites Monsieur Dipita. En une minute, il est 22h20. Oui. Pratiquement, là, en une minute. On a encore un thème à gérer. Je voudrais dire en une minute et répondre à mon aîné Charles Elisa que les sociétés qui avancent se réconcilient avec leur histoire, particulièrement leur histoire douloureuse. Et c'est le problème de nos sociétés. Nous nous plaignons tous les jours qu'on n'enseigne pas notre histoire à notre nation. On nous enseigne les guerres napoléoniennes, les attentats de Sarajevo et autres. Mais cette histoire-là, s'il faut qu'on l'enseigne, il ne faudrait pas que nous soyons à cheval sur les principes, qu'on s'en plaigne encore les premiers. Je ne fais pas de l'invention quand je viens ici. Le problème, ou bien le prétexte du développement qu'on met tout le temps en avant pour dire non, il faut laisser, ce n'est pas plus important qu'une communauté qui va disparaître ou qu'on a décidé de décimer depuis la période coloniale. Nous devons voir ça. Et c'est même une paresse historique. Nous parlons du développement. Charles disant, le Grand Nord, particulièrement l'extrême Nord, est comment? Il n'y a pas de terre là-bas. Pourquoi nous ne nous ruons pas là-bas pour aller développer comme on le fait à Douala, à Yaoundé, où les colons ont installé les structures de leur économie extravertie que nous suivons allègrement. Travaillons notre tête, introvertissons l'économie. Essayez de faire un schéma inverse où on va tirer plutôt la ressource, on installe une capitale économique plutôt dans le Grand Nord et on essaie d'avancer dans ce sens. Je suis partant. Oui, vous êtes partant, mais c'est des solutions courageuses qu'il faut prendre. Mais tant qu'on va rester, on ne va pas faire le bilan
la palabre du passif qui est là, on ne pourra pas avancer d'un État. Ces immeubles que nous avons ici, ces immeubles, hein? Ici où? À Douala, Oui. à Yaoundé. Pourquoi c'est loin de la Yaoundé? Suivons, mais c'est le nœud. Hein? Je vais vous prendre le cas de Bafoussam d'ailleurs. Allons à Bafoussam interroger le chef supérieur FOSEP, syndicat Ngompe. Allez l'interroger du ressenti qu'il a des expropriations ou bien de la perte de l'espace vital qu'ils ont là-bas. Vous allez venir me dire. Quand vous parlez de développement. Je suis fâché parce qu'on a construit l'aéroport de Kwekong. Il va s'énerver parce qu'on a exproprié le président pour construire l'aéroport de Kwekong. Il est fâché parce que sa population n'a pas de village. On ne devrait pas construire l'aéroport de Kwekong. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On ne devrait pas construire. Je ne décris pas seulement. L'hôpital régional de Bafoussam. Mais c'est ça, évident. Parce qu'il faut garder les terrains pour faire les rites. Laissez-moi chuter. On est sorti du débat. Je voudrais chuter en disant ceci. Je ne décris pas pour ne pas proposer. Nous travaillons sur ces questions et on vous propose ceci. L'État doit tenir, comme vous l'avez dit, les états généraux du foncier. Tout à fait. Il faut intégrer un aspect fondamental sur les terres. Les terres doivent appartenir aux communautés et à l'État. Je n'ai pas dit aux individus. Je n'ai pas dit aux... Quand un ministre du cadastre et des affaires foncières vous dit que 80% des titres fonciers à Douala sont faux. Vous comprenez que c'est la législation, c'est ce droit même de donner la terre à un individu qui a un problème. Non. Lesquels chefs? Mais les chefs en question, on interroge. Moi, je ne suis pas encore chef. Hein? Merci. Oui. Mais je voudrais dire ceci. Hein? Il faut revoir la loi. Il faut intégrer les communautés. Et pour les communautés qui ont sacrifié, qui ont perdu leur espace vital, au nom du vivre ensemble, il faut trouver des mesures compensatoires. Merci. Aux États-Unis, les Américains, suivons un peu, les Américains se sont rendus compte, qu'ils avaient un problème avec la communauté qu'ils ont appelée, comment on appelle ça, indienne, autochtone qui est là-bas. Mais ils ont pris une loi courageuse. Là-bas, toutes les terres appartiennent aux Indiens. C'est pourquoi quand vous arrivez aux États-Unis, la taxe foncière est extrêmement élevée parce qu'on essaye de s'en servir pour faire la positive affirmation. D'accord. Oui. Après avoir fini les vous allez comprendre. Après avoir fini les Américains dans les réserves. Ils ont eu le courage au moins de reconnaître qu'ils ont commis ce crime. C'est fini. Ils ont eu le courage de reconnaître qu'ils ont commis ce crime là-bas. C'est fini. Oui. Je ne dis rien de plus, sauf un mot, un rectificatif. Suivant la tradition des Indiens, la terre n'appartient à personne. Nous les avons reçus avec l'obligation de les transmettre à la génération future. Merci. Contrairement à ce que vous avez dit. Merci Paul Yen et Paul. Jean Tsoga, bonsoir. Bonsoir Dipita. Désolé vraiment. Vous aurez dû être là au cours du premier thème. Vous accusez un gros retard. On a l'habitude de dire un léger retard cette fois-ci. Non, cette fois-ci c'était un gros retard. Oui, on va lui accorder. Et je crois savoir que c'est pas forcément de sa faute. Jean nous a habitués à être ponctuel et correct lorsqu'on l'invite. Effectivement, aujourd'hui, disons que je traverse une période très très difficile. Je viens d'un drame familial, c'est vraiment par rectitude que je suis venue. Un de mes enfants, un de mes petits-enfants a été massacré par mes propres chiens dans ma propre concession. Du fait de la négligence de la personne qui est restée à la maison, nous étions, nous les adultes qui habitions la maison, absentés pour une autre raison familiale, et pendant notre absence, le drame est survenu. Donc vraiment, on traverse une période très très difficile. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a eu des déferments devant le procureur. Il a fallu attendre qu'une décision soit prise avant que je ne quitte Manga. Voilà. C'est pour ça que je suis en retard. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. J'espère qu'ils me pardonneront mon retard. Nous partageons votre épreuve et nous vous souhaitons beaucoup de courage à votre famille également. Merci. On va prendre la transition et puis aborder la deuxième thématique du soir. Les candidatures
aux élections, la constitution des listes dans le viseur. D'abord, je commence avec les élus, ou alors ceux qui en ont l'habitude. Charles Elisan, Oui. vous, comment vous constituez vos candidatures? Ça dépend. On parlait des élections locales. Commençons par les locales. Municipales, par exemple. Oui, par exemple. Bon, il faut dire qu'il y a deux choses. Et là, il faut qu'on soit sincère. Il faut dire qu'il y a deux choses. Sincère. Oui, il faut qu'on soit sincère. Là, c'est pas... C'est aussi comme la terre, des choses qui peuvent créer la guerre plus tard. Dans la représentativité des uns et des autres sur une liste. La liste, c'est quoi? La liste, c'est celle qui va à compétition. Dans la deuxième, c'est 41 conseillers municipaux. Le RDPC qui est mon parti doit faire 41. Le SDM doit faire 41. l'IPC doit faire 41. Le MS doit faire 41. Maintenant, dans la composition des 41, la première chose, c'est le parti politique va d'abord mettre les meilleurs de ses enfants, c'est-à-dire de ses militants, en disant qu'on estime que si le Joe, quand même, du côté de l'Okolominta, qui est quelqu'un qui est là-bas, va engranger le plus de voix, tel qu'elle est là-bas, et ainsi de suite. Maintenant, en mettant le Joe, on essaie aussi un peu plus ou moins d'essayer d'équilibrer en termes de représentativité au niveau tribal, il faut qu'on le dise. Sociologique, c'est plus... Sociologique, oui. Bon, sociologique. Si vous faites une liste, d'abord, la loi le demande, c'est-à-dire la loi électorale demande, c'est que les listes reflètent plus ou moins les réalités. Pourquoi plus ou moins? Bon, il n'y a pas l'absolu, madame, il n'y a pas l'absolu. Il faut revenir au texte. Il n'y a pas l'absolu parfait. Bon, je veux dire, la loi demande de respecter les composantes sociologiques du terroir, le critère des genres, il faut les femmes, il faut les hommes, et même la jeunesse. Il faut essayer de mixer tout ça pour que tout le monde se sente concerné. Donc, chez nous, au RDPC, on essaie de le faire. Mais je vais vous dire, c'est un combat. C'est un combat parce que vous estimez que les individus ont les habitudes dures, difficiles. Moi, Zanki va être tête de liste. Bon, plus ou moins. Et j'estime que si on met des gens qui ne sont pas les miens, au finish, je ne serai pas maire. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se calcule. Il faut à tout prix qu'on mette ceux qui sont les miens, même s'ils ne respectent pas les critères. C'est-à-dire, s'il y a 41, s'il y a 32 BT, je prends un exemple, tant mieux pour moi. Si les 32 vont me voter, moi ça me va. Mais j'oublie qu'en mettant les 32 qui sont ressortissants du centre-sud-est, dans une liste pour un quartier comme Douala deuxième, il y a le Grand Nord, il y a l'Ouest, il y a le littoral, et nous sommes dans une communauté qui nous a accueillis. Donc il y a des choses quand même plus ou moins qu'il faut. Donc c'est très sensible. La composition des listes, c'est pour ça qu'au niveau des listes, il y en a qui pleurent toujours, il y en a qui sont souvent contents parce que leur nom il figure toujours, mais c'est souvent un exercice un peu très difficile, monsieur Dupita, de faire une liste qui respecte, c'est-à-dire qui soit représentative de tout le monde. Exact. Il y aura toujours une communauté quelque part. Et puis on essaie de faire des équilibres. Ça, vous verrez par exemple, chez nous, ça rend, c'est que si le maire, actuellement, qui est de l'Ouest, qui est de Nisrampou, faudrait par exemple que le député soit d'une autre... Si on se retrouve en train d'avoir l'Ouest, le centre, tout, il y a un problème quelque part. Donc, quand même, à ce niveau, le RDPC essaye. Et là, je suis heureux de le dire, on essaie d'équilibrer, de faire en sorte que les choses soient respectées. Et c'est pour ça que je suis pour, et je dis bien sûr pour que par exemple le maire de la ville de Douala soit un digne fils de cette contrée et que les adjoints peuvent venir ailleurs, mais au moins que celui qui soit à la tête de cette ville soit un enfant. Pour le moment, il faut que ça soit ainsi. C'est bien, c'est équilibré, parce qu'il n'y a qu'un enfant d'ici qui peut comprendre, on se le dit, avec l'aide des autres communautés, qu'il faut développer dans la ville de Douala, dans ce sens, dans l'autre sens. C'est dommage que dans certains endroits, qu'on n'ait pas encore compris que, au fur et à mesure que le temps passe, il faut qu'on s'ouvre. Pendant que les autres s'ouvrent à accueillir les autres veulent se refermer. Or, il faut qu'on s'ouvre, mais il faut aussi qu'on respecte plus ou moins les coutumes locales des gens qui ont accueillis, mais que cela respecte plus ou moins aussi les réalités et les sensibilités locales qu'il y a dans chaque circonscription électorale. Donc, pour faire les listes, il faut que cela soit respecté. Parce que c'est d'abord une exigence légale, c'est une exigence électorale. C'est pour ça que vous verrez que dans certaines listes après constitution, les mêmes militants du même parti décident de saisir le conseil constitutionnel ou bien les pour arbitrage. Pour arbitrage, qui parfois disent souvent que vous avez fait vos choix là-bas, gérez vos choix là-bas entre vous. Maître Ledio, sur la composition. Bon, là, il faut dire que c'est le vécu de l'homme politique. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments à prendre en compte. Sur le plan légal, il y a 3 ou 4 éléments.
Le premier élément, c'est ce qu'il a dit, la composition sociologique. Le deuxième, c'est la composition genre. Parce qu'il y a un quota de femmes. Je parle bien de l'élection municipale d'abord. Donc, Douala deuxième, par exemple, c'est notre nation électorale, 41 conseillers municipaux. Vous devez respecter la composition sociologique de Douala deuxième. Il y a les Bamileke, il y a les Bassa, il y a les Ewondo, il y a les musulmans, il y a toute cette composition sociologique doit se retrouver dans votre liste parce que l'État du Cameroun, le législateur électoral à la base voudrait pas qu'on ait une commune avec essentiellement telle ethnie en majorité. Maintenant, le genre, la femme, le genre, c'est-à-dire le féminin, il y a un quota, sur les 41, il y a un quota. Chacun connaît le quota, ce n'est pas le moment de le dire parce que quoi, il y a ce qu'on appelle le contentieux préélectoral. Et le quota également jeune. Parce qu'on doit également retrouver je vais dire, un certain nombre de jeunes dans votre liste. Et comme Élie l'a dit, je le rejoins, c'est souvent très difficile de le rejoindre sur certains points quand on débat. C'est ton genre, hein? Oui, l'alliance peut commencer. À motricité réduite, effectivement, c'est-à-dire les handicapés et tout le reste. Je me souviens, bon, je vais revenir là-dessus, je me souviens en 2020, lorsque je défendais les listes du SDF attaquées justement par le RDPC, SDF doit la troisième, Loum doit la première, je crois, après Mbanga, là, c'est... Il y a l'eau là, où je ne vais pas prononcer le nom pour ne pas faire publicité, là, à Montbord. Très bien, la commune de Montbord, la liste du SDF a également été attaquée en nullité là-bas. Sauf qu'on a, pour le cas de Loum par exemple, on a réussi à démontrer qu'effectivement, en dehors des autochtones de là, nous avons dans notre liste des gens à motricité réduite et le juge administratif nous a donné raison. Alors, maintenant, Élie dit encore, et l'autre là, c'est qu'il a continué sur lequel il a continué à épiloguer, ça dépend vraiment des chapelles de chaque parti politique. Parce que le combat, c'est celui de la tête de liste et du mandataire. Tête de liste et mandataire. Voilà les deux personnes qui en réalité portent une liste aux élections municipales ou législatives. Qui sera tête de liste? Il faut quelqu'un, suivant la politique de chaque parti, quelqu'un qui est d'assez représentatif, quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui est accepté par la population, qui a posé par le passé des actes louables et sociaux, alors on peut le mettre en avant. Et quelqu'un d'autre qui est peut-être également moins, on le met mandataire, c'est-à-dire c'est lui qui est l'intermédiaire unique avec Elecam. Ce n'est pas la tête de liste, c'est le mandataire. Donc, chaque parti connaît souvent sur quel levier, sur quel élément de considération il faut se baser pour dire telle personne sera tête de liste, telle personne sera mandataire. Pierre. Pour ce qui est du SDF, on n'a pas de souci à ce niveau. Pas du moins, ça doit à la deuxième. Sur la composition de liste, Pierre. Merci, M. Tita. Le problème politique pour moi, Cameroun, c'est également, comme je le disais, un problème de modèle. Le système actuel, nous sommes une société communautariste. Les Occidentaux constituent une société individualiste. Les Asiatiques ont leur communisme. Quand on est d'accord avec ces préceptes de base, on peut bien avancer. Le système libéral occidental de one man, one vote n'est pas le nôtre, ça ne sied pas. Je le regrette, j'observe la scène politique, je suis très... je respecte vous autres qui êtes engagés dans les formations politiques partisanes. Mais le seul parti politique
que nous devons avoir dans des nations comme celle africaine et camerounaise en particulier, c'est la société. C'est-à-dire qu'on a notre nation, les communautés se retrouvent à Douala, on les connaît, elles sont recensées et on s'accorde sur une base consensuelle. Si on ne s'accorde pas. C'est ça la politique. Oui. Si on ne s'accorde pas. On s'accorde. Non, si on ne s'accorde pas. Attendez que je vous parle du modèle. Non, on a déjà compris le modèle. On s'est déjà compris. Moi, maintenant, je veux que si on ne s'accorde pas. Je n'ai pas compris, maître. Attention. Je voudrais qu'on le laisse aller jusqu'au bout. Maître vous me faites perdre le fil. Non. C'est-à-dire que on a Douala, il y a les communautés, il y a les Bassa, les Bamileke, les Ballons, les ceci là. Et maintenant, il faut les recenser et s'accorder sur un modèle. Si on ne s'accorde pas, on passe par quoi? Maître, je veux continuer. Allez-y, Paul. Je voudrais continuer, mais si vous me donnez la permission, je continue. En fait, je dis ceci. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que nous sommes déjà, on profite déjà d'un système qui n'est pas, qui ne va pas. Je suis au moins content que vous du FDF et vous du RDPC, vous soyez d'accord parce que c'est que nous, la tension que nous percevons habituellement. Qui sont leurs désaccords. Ils sont leurs désaccords. Ils sont au moins d'accord. Sur quoi? Hein? Sur quoi? Mais que ça va bien avec le modèle qu'ils ont. Non. Attendez, terminez. La question est celle. Non, toi tu as cru. Avançons. La question est celle de la constitution des listes. C'est la loi, c'est pas lui, c'est pas moi. C'est la loi. La constitution des listes, c'est un aspect de ce phénomène. Pierre, allez-y, poursuivez. En fait, j'étais on en n'a train plus que de dire 25 minutes avant la fin. Le système actuel, le modèle actuel est fait en sorte que certaines communautés sont en train de phagocyter d'autres. Et vous allez voir, vous avez cité le modèle, il n'y a que au littoral particulièrement, où vous avez le respect de cette composante sociologique-là, de la composition sociologique des listes électorales. Ah bon? Oui, prenez les listes des députés. Non, vous je suis désolé, moi je suis pas là. Allez, prenez les... Madame Sonnet, je vous dis... Oui, Madame Soga, c'est épouse Sonnet. Oui. Je vous dis, prenez les circonscriptions électorales au Cameroun. Vous allez voir qu'en dehors, pour le cas des députations par exemple, des législatives, en dehors du littoral, particulièrement du Vouri et du Mungo, il n'y a pas. Je suis au regret de vous dire certaines choses. Attendez. Je vous dis, c'est faux. Je vous dis, je suis originaire, par exemple, suivez, je suis originaire d'un arrondissement. Mais ça ne passe pas. Vous serez dangereux si vous avez le pouvoir. Vous me refusez la parole sur un plateau. Vous êtes en train de débiter quoi là? Je vous dis, suivez. Il est député. C'est l'exception qui confirme ma règle. Et je vous dis, mais c'était alors ailleurs. Je vous prends un cas. Je suis originaire d'un arrondissement. Vous comprenez? Vous connaissez Kekem? Oui. C'est à l'ouest Cameroun, ça, oui. Dans le Onkam. Oui. La population là-bas est autochtone. Depuis 1961, que la mairie a été créée là-bas, aucun bon n'a été maire. Ça, c'est autre chose. Vous savez pourquoi? On parle de la composition. La composition. On peut avoir un beau dans la liste, mais il n'est pas maire. La représentativité. Vous parlez de quoi? Suivez. Non, écoutez, quand vous-même vous ne voulez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots qui font la politique. Je vous laisse citer. Allez-y. Vous voulez bon, une seconde. Il n'y a pas de mots. On va écouter également le point de vue. Non, il y a les mots dans la liste. Et vous sauf que le fait d'être dans la liste. Et vous trouvez que c'est normal qu'au nom de leur minorité, monsieur, il y a une dame sur le plateau. Ils ne puissent pas aspirer au fauteuil de maire. Ils ont aspiré, on leur a refusé. On vous a compris. Qui leur a refusé? Votre système dont vous parlez. Et selon votre système... Jeanne Soga, la parole. Le système, oui, selon notre système, il faut que la loi le précise. Paul Tu parles encore de loi comment? Paul de ton système. Il faut que la loi occidentale. Mais la parole m'a été donnée. Électorale précise. Paul. Monsieur Charles-Élise a dit, ils ne font que me couper des pieds. Non, une seconde. Paul. Il faut qu'il y ait un enfant du terroir. Paul. Il a dit on vous a compris. Il a dit à Douala,
Il a dit, oui, c'est ce que vous dites. On vous a compris. Paul. Pour le maire de la ville à Douala. Oui. Mais où il n'y a pas de maire de la ville en Paul, on vous a compris. Où il n'y a pas. On vous a compris. Messieurs, il y a une dame sur le plateau. Écoutons-la aussi. Paul, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de dame, c'est une question de prise de parole. Oui. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que... bon, je ne sais pas si c'est dans l'énoncé que Pierre s'est un peu mélangé les pédales, mais en réalité, il faut revenir au centre de la question. La problématique de la composition des listes, elle est dans la loi. C'est la loi qui définit la composition des listes. Et là où le FSNC n'est pas d'accord avec les avis des uns et des autres... Je rappelle que vous êtes secrétaire général du FSNC. Là où ils ne sont pas d'accord avec les uns et les autres, c'est que la composante, non pas la composition, la composante sociologique dont il s'agit, elle a trait à la tribu et à l'ethnie. D'accord? Et ce n'est pas parce que 2000 Bassa seraient installés à l'extrême nord que ça ferait une composante sociologique de l'extrême nord, sur le plan purement sociologique. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que notre interprétation de la loi signifie que vous pouvez être 2000 Bassa à l'extrême nord. Ça ne fera pas de vous une composante sociologique du territoire concerné. Cela signifie que, pour nous, la constitution de la vie de la liste de cette circonscription ne doit contenir que, ou ne doit concerner que les composantes sociologiques de cette circonscription. Nous considérons cela. Maintenant, si nous devons considérer, on va dire, ce que le RDPC et le SDF veulent dire, cela veut dire que les listes de l'Ouest, qui sont majoritairement... Une seconde. Oui. Avant de prendre la deuxième phase de votre explication, je voudrais mieux comprendre. Vraiment pour mieux comprendre. Oui. Revenons à l'extrême nord. Ça voudrait dire pour vous que les listes ne se feraient qu'avec les composants et les tribus sociologiques locales. Locales, bien entendu. Maintenant, je dis bien que maintenant, si nous devons considérer, Une seconde. si nous devons considérer leur explication ou leur interprétation de la loi, c'est une interprétation. Alors, je dirais que là où il y a les listes exclusivement constituées par les locaux, elles doivent être disqualifiées. Parce que dans tout le Cameroun, il y a des représentants de toutes les ethnies et de toutes les tribus. Or, si vous regardez dans la Menois, dans la Mifi, dans le Honkam, dans le Banganté ou à l'extrême nord, vous allez constater que les listes du RDPC sont à 99% constituées des ressortissants de la circonscription. Cela signifie qu'ils n'ont donc pas considéré la composante sociologique qu'eux-mêmes ils interprètent, parce qu'ils interprètent cela uniquement sur la région du littoral et sur la partie du centre qui est Yaoundé. Ça ne peut pas se faire comme ça. Le RDPC en particulier doit apprendre à respecter ses propres lois. Parce que ce sont des lois RDPC. Donc pour nous... Non, ce sont les lois du Cameroun, votées par les députés à l'Assemblée nationale. Majoritairement RDPC. Avec le NDP dedans. Probablement. FSNC dedans aussi. Bien entendu, mais si nous sommes minoritaires, il nous est... Non, attendez. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que le bras droit de Paul Biya serait Issa Chiroma que nous sommes d'accord avec le fait que le RDPC viole ses propres lois. Je suis désolée. Je parle pour ce qui nous concerne. Maintenant, je dis ceci. Notre interprétation est celle-ci. Nous considérons que la composante sociologique interpelle l'ethnie et la tribu. D'accord? Cela veut dire que ça doit être des locaux. Et la raison pour laquelle le législateur l'a énoncé n'est pas vaine. Ce n'est pas par hasard. On aurait pu dire, il faut être Camerounais, il faut avoir 18 ans, il faut, je sais pas moi, habiter les lieux. Si on parle de composants sociologiques, cela est à dessein. Ça veut dire qu'on signifie quelque chose de précis qu'il va falloir qu'on se dise aujourd'hui. Maintenant, cela va éviter, si on pouvait respecter la loi, ça nous éviterait le vote tribal qui amène, d'accord, on va dire, un parachuté à être maire dans une localité à laquelle il n'appartient pas. Ça va éviter le vote tribal. Parce que le problème des élections locales dans ce pays, c'est le vote tribal. Si vous faites une liste, je dis si vous faites une liste, vous mettez, je prends un exemple vraiment d'école, hein, c'est sans parti pris ni rien du tout. Vous mettez un Bafan, une liste de 25 disons. Vous mettez 5 Bafans,
3 Bafoussam, 2 Banganté. D'après eux, c'est les composants sociologiques. Et puis vous mettez 10 Sawa, tout mélangé. C'est-à-dire 3 Mungo, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que les composantes sociologiques appartenant au Bamileke, qui sont constituées de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, vont voter, vont appliquer le vote tribal. Et les autres vont se voir exclus. C'est une équation facile parce que nous l'observons depuis un certain nombre d'années et puis après plusieurs échéances électorales. Donc moi je dis que nous, dans le FSNC, nous considérons que l'article 164 du Code électoral est très intéressant dans son alinéa 4 et qu'il va falloir que le RDPC apprenne à le respecter. Dans tous les cas de figure, je vais vous dire une chose. Pour la prochaine élection locale, pour les prochaines élections locales... 2026. 2026, puisque les mandats ont été prorogés, eh bien le FSNC va se charger de demander l'annulation de toutes les listes qui n'auront pas respecté les composantes sociologiques selon l'interprétation qu'on va leur donner. Si le RDPC nous signifie que son interprétation, c'est que toutes les tribus qui vivent dans la localité doivent être représentées, ben, si elles ne sont pas représentées, il suffira qu'on trouve un seul Camerounais d'une tribu qui n'est pas là dans la liste, on va la faire disqualifier. Parce que ce n'est pas l'interprétation de la loi. Et je dis l'intrusion par le législateur de cette expression composante sociologique n'est pas vain. Le fait que depuis des années, qu'on n'ait pas respecté cette disposition-là ne signifie pas qu'on ne doit pas commencer à la respecter. Parce que si nous voulons résoudre le problème du tribalisme dans le Cameroun, il va falloir qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on accepte de lutter contre le vote tribal. Parce que tant qu'on n'aura pas compris cela, le vote tribal, ou alors la lutte contre le vote tribal, va nous éviter des accusations, comme j'entends à longueur de temps, où on dit que les députés originaires de l'Ouest, qui sont des députés de Douala 2e, ou de Douala, du Vouri, c'est ça, Vouri, Sud-Ouest, ou je ne sais pas quoi, sont des députés officiellement du Vouri, mais en réalité, les budgets qu'ils ont à gérer, ils les externalisent vers l'Ouest. On n'entendra plus ce genre de choses, puisque de toute façon, ceux qui vont représenter leur communauté ou leur circonscription ne pourront investir éventuellement que dans leur circonscription. Ils n'auront aucune autre tentation. Ça pourrait résoudre le problème. Et moi, j'en appelle au respect de la loi. C'est-à-dire que je ne demande pas qu'on fasse de la chimie, je demande qu'on respecte la loi. Et je m'adresse au RDPC en disant, messieurs du RDPC, les prochaines consultations vont être le grand chantier de la réflexion sur la responsabilité du parti au pouvoir, sur le respect de ses propres lois. Charles Lisan. Oui, bon, encore que lorsque Mme Soka parlait, j'ai dit que c'était le juge. Quand elle finit par chuter, qu'elle va demander qu'on annule, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'annuler. Bien sûr. Le RDPC est libre. Je dis bien, le RDPC est libre. De respecter ou pas la loi. Le RDPC est libre, à Douala 1er, d'aligner 41 Denise Fampou. C'est le RDPC qui a fait son choix. Nous sommes libres. Maintenant, Mme Sogonsi est libre d'attaquer cette liste en justice pour dire qu'à Douala 2e, il n'y a pas que les Banganté. Et mettre que pourquoi il n'y a pas Zang là-bas, pourquoi il n'y a pas tel. C'est sa liberté. Mais ce n'est pas à elle, au cours d'une émission, de nous faire comprendre que le RDPC ne respecte pas la loi. Encore que le RDPC, toutes ces listes sont toujours attaquées par ses concurrents dans les contentieux préélectoraux et on s'en sort toujours. Et il y a ces listes qu'on rejette. Ça, il faut être clair. Donc, laissez le RDPC, nul ne peut se prévoir ses propres turpitudes. Nous, au RDPC, on ne gère pas la composition des listes du FSNC. On vous attend à l'élection. C'est bilan contre bilan et non individu contre individu. Lorsque vous allez terminer votre liste, où nous serons en concurrence, nous irons sur le tatami du terrain et les populations choisiront qui de Mme Souga, qui de Zang, qui du FNC, qui du RDPC, à qui on va confier la gestion de la mairie. Nous, on ne gère pas les compositions des listes. Vous allez gérer. Vous allez Deuxième gérer. chose. Vous allez gérer. Deuxième chose. Je voudrais dire à Mme Souga que comment on fait à Douala 2? Comment on fait à Douala 2? Comment on fait à Bafoussam? J'y arrive. Comment on fait à Douala 2 qui était un Nobel où il y a Nubel américain, où je suis président de session Nubel Mameondo, où il y a Nubel Funkel, où il y a Nkololun, où il y a Nkolumintak.
où il y a Nubela Oussa, on fait comment là-bas pour dire que c'est telle composition, quelle composante, telle ethnie qui est là-bas? On fait comment? Comment on fait à Bafoussam pour faire une liste? Parce que j'ai l'impression, et là, ça me gêne. Vous voyez, ce discours où elle dit le député qui est de l'Ouest ou qui est de telle région externalise les biens qu'il reçoit de l'État dans ce qu'on appelle le budget alloué aux députés et tout. Mais on entend que ça. Mais le député qui externalise cela doit être puni lors du prochain mandat par les populations qui l'ont élu, tout simplement. Emmanuel Pongo, qui est mon député à Vouri Sud, là-bas chez moi dans la 2, c'est un gars de Babimbi quelque part là-bas vers la Sanaga maritime. Mais il est né à Babylone, grandi à Babylone, qui est l'un des quartiers de Douala 2. Alors, tout l'argent qu'il reçoit de l'Assemblée, quand il donne les tables bancs, au lycée Mongo, là où il donne les tables bancs au lycée de Bilingue de Nubel, c'est ce que j'attends de lui. Mais le jour que je me rendrai compte qu'il a pris l'argent à l'Assemblée pour aller construire les salles de classe dans son village, alors que rien ne lui interdit, rien ne lui interdit de construire une salle de classe chez lui. Mais maintenant, c'est l'origine des fonds. Vient d'où? Il faut bien qu'on fasse attention, madame. C'est-à-dire, je veux pas non, on parle de... Les fonds dont on parle, ce sont des fonds alloués par l'État. Justement, comment savez-vous que les fonds qu'on lui a donnés, c'est avec ça qu'il allait construire une maison dans son village? Autant de choses. Donc, je souhaite que lorsqu'on a le palu, les remèdes, la thérapie à prendre ne nous donne pas la lèpre. Ayons le palu, prenons les remèdes qui ont essayé de soigner le palu. D'accord. Si on a le palu, on se met à prendre les remèdes qui ont donné la lèpre, il y a un problème. Donc, moi, je souhaite qu'on ait un discours qui va vers l'acceptation de tout le monde et qu'on ait un consensus général, social, politique, madame. Est-ce qu'avez-vous entendu dans mon propos que je n'acceptais pas les autres? Vous avez des choses qui me font peur. Non, ça n'a qu'à vous faire peur. J'ai pris l'exemple de l'extrême nord. Pourquoi ça vous a pas chatouillé? Non, attendez. Non. En disant la MIFI, le ceci. Quand je parlais de l'extrême nord, pourquoi vous n'avez pas réagi? Je souhaite, madame, à ce qui me concerne, on ne bat pas ce que l'on avait Dieu, en commun avec la nature. Le maire actuel de Paris. On n'est pas à Paris. Non, non, ce n'est pas le même pays. Il faut arrêter de prendre... Non, ne prenez pas des exemples de la France, franchement. Ce n'est pas un exemple. Le monde évolue. Ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. On aura tôt ou tard un député maire à Gaoundéré. Allons-y pas à pas, en respectant la loi. Pour le moment. En respectant la loi. Faisons la loi qui le permet. D'accord, maître Lodjo. Madame, qu'on le veuille ou pas, on aura tôt ou tard un Lodjo maire à Ebolova. Merci, Charles. Mais pour le moment, moi, avec cette loi. Moi, né à Douala, grandi à Douala, né à Neubel, grandi à Neubel, conseiller municipal à Neubel, vous voulez que j'aille où? Ça veut dire que dans le discours, vous me chassez. Ce que je dis, non, madame, le discours est dangereux. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Ce que je dis, c'est que si nous convenons que la composante sociologique signifie, prend en compte ceux qui vivent simplement, n'est-ce pas, pas ceux qui sont originaires, alors elle doit comprendre l'ensemble des ethnies et des tribus qui vivent dans la circonscription. Quand on fait les listes, c'est pour ça qu'on a des gagne. Mettre le jeu à la parole. Tout ça. Oui, mon cher. Charles, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est le vécu de l'homme politique ici, dans cette thématique. Je suis vraiment diamétralement opposé à la lecture de Notre-Dame sur le plateau. Heureusement, elle a fait bien de peut-être corriger. Je voulais commencer en disant... Je n'ai pas corrigé, j'ai repris mes propos. Ok, je vous le concède. Vous avez dit... il faut respecter la loi lorsqu'on parle de composantes sociologiques. Alors, est-ce que... Je voulais commencer pour vous, pour le FSNC. Très bien. FSNC. Oui. Alors, pour vous, composante sociologique, c'est quoi? C'est lié. C'est quoi la définition? Commençons par là. C'est quoi la composition sociologique? Si la composante, pas la composition. Oui. La composante sociologique, c'est l'ensemble des tribus et des ethnies originaires de la circonscription électorale concernée. Pour nous,
Ensemble de tribus. Oui, et ethnie. Ethnie. Oui. Est-ce que vous voyez donc, lorsqu'on constitue une liste, est-ce que c'est loin de ce que vous dites, madame? Oui. Alors, prenons un exemple. Allons-y par là. Prenons l'exemple dans votre circonscription que vous voulez. Non, prenons l'exemple à l'extrême nord, par exemple. Allons-y. Prenons l'exemple à l'extrême nord. Lorsque vous regardez les listes, vous vous rendez compte que si nous devons considérer que ça respecte, du moins, ça respecte notre définition. C'est-à-dire... Allez-y avec votre définition. Je dis, si nous prenons l'exemple de l'extrême nord, ça respecte. Parce que, si, notre définition... Jusqu'à là, vous ne comprenez pas. Alors, nous sommes en s'il y a une personne en face de vous qui ne manque pas d'intelligence, c'est moi. Donc, ne me faites pas, comment dire ça, ce que vous faites dans les prétoires. Vous me demandez de faire quelque chose, je le fais. Je comprends très bien le français. Je dis ceci, madame. Nous sommes en train de constituer une liste dans la circonscription que vous avez choisie, l'extrême nord, suivant la définition de composantes sociologiques. Alors, je prendrai les ethnies et tribus localement installées. C'est-à-dire l'ensemble des tribus composant la sociologie de la circonscription concernée. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si j'ai 2000 Bassa installés dans cette circonscription-là, de l'extrême nord, ils ne constitueraient pas, pour l'interprétation que je donne, une composante sociologique de la zone. Encore qu'il faut faire avec eux. Finalement, s'il y a 2000 Bassas là-bas, il faut bien faire avec eux. Il faut que le Bassa qui est là se rassemble, c'est quoi l'intégration nationale? Attendez, je vous pose la question. Je vais poser la question. Pourquoi est-ce que le même principe, vous ne voulez pas l'appliquer ailleurs? C'est-à-dire, par exemple, à l'Est. Par exemple, à l'Ouest. Pourquoi? À l'Ouest? Si vous regardez à l'Ouest, par exemple, je vais prendre le département du Noun. Regardez, je vais prendre le département du Noun. D'accord? Dans le Noun, 99% des listes sont Bamoun. Il y a quand même 1%. Est-ce que la loi vous dit? Vous avez dit qu'on respecte la loi. La loi dit ceci. Mais tout le monde doit être représenté ou pas? Je ne comprends pas. Toutes les composantes doivent être représentées ou pas? Vous avez pris le Noun. Oui. Vous avez pris le Noun. Oui. Le département du Noun. Oui. Quel que soit le village que vous allez prendre dans le Noun. Je voulais dire que l'exemple est mal placé parce que vous allez rendre compte que c'est toujours la même ethnie. Dans le Noun, là, à 90%, l'occupation même des terres, vous allez voir que ce sont les Bamoun. Vous allez voir quelque part les Tika, d'autres un peu de Banté, un peu des anglophones là-bas. Mais maintenant, le législateur vous dit que pour avoir une liste de 41 conseillers, si c'est le cas, je veux que la liste, si vous lisez l'article 164, alinéa 4 dont vous avez fait allusion tout à l'heure, le législateur vous dit que vous devez indiquer, n'est-ce pas? Vous devez donner les indications de la composition sociologique. Il ne vous dit pas que composante sociologique, il ne vous dit pas de venir donner 50 ici, 20 ici, ainsi de suite. Non, il veut voir que dans 41, et c'est au moins on a tel. Toutes les sensibilités doivent se retrouver. Prenons votre exemple. Donc, on en revient à l'exemple de ce monsieur pour dire que... Dans cette situation de l'extrême nord, vous avez 2000 Bassas qui sont installés, ils ne sont pas sur les listes. Après, vous partez les solliciter pour vous voter. Attends, l'équation, là, alors, on comprend ça si c'est 2000 Bassa sur une population de 180 000, ben, moi je considère que ce n'est pas une composante sociologique. Selon ma considération. Ils doivent donc subir, votre dictée. Subir. Oui. Ils ne subissent pas. Comme ils sont ils ne subissent pas. Ils donnent la possibilité aux ressortissants de cette circonscription électorale de représenter leur circonscription électorale. Ils doivent donc aller ailleurs s'ils veulent être sur une liste. Si je m'en tiens à la signification, la définition de la composante sociologique que nous avons. Non, c'est ce que je voulais dire. Je respecte la définition.
de la composante sociologique du FSNC, mais je ne la partage pas. Elle est une vision dangereuse qui, en réalité, peut nous désunir. Lorsque Charles Elie dit que le RDPC, les listes du RDPC ont toujours été attaquées dans le contentieux préélectoral, je dis faites attention. Si vous venez ici au tribunal administratif du littoral, vous allez voir que le demandeur dans le contentieux préélectoral, c'est toujours le RDPC en majorité qui attaque les listes de ses concurrents. Le RDPC gagnerait à rester sur le terrain de l'élection et attendre les autres. Merci maître. Paul, un mot, Charles, un mot, et puis Jean Tsoga. Pardon, Pierre, pardon. On a longtemps dit Paul et Pierre. Vous aurez le dernier mot. Oui, allez-y, vous terminez vraiment en un mot, il est 23h. Majorité, vous avez peur du terme ethnique, ce sont nos sociocultures, c'est notre réalité. Ça me dérange pas. Les communautés, on ne va pas... On n'intervient plus. Oui, les communautés, on ne va faire disparaître aucune. Majorité ethnique, minorité ethnique, ce sont les mêmes qui profitent au Cameroun, c'est-à-dire les majorités. L'Ouest est composé originellement de 3 communautés. Les Mbo, les Bamileke, 4 d'ailleurs, Mbo, Bamileke et Tika. Allez aux extrémités. Mbo et Tika sont, vous voyez les scandales tous les jours, marginalisés, sont extrêmement abusés. Et c'est dangereux. Vous arrivez dans le littoral, c'est la même chose. La loi sur la composante sociologique a avancé avec... Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, la loi sur la composante sociologique a avancé énormément avec les mairies des villes. Vivement que le législateur prolonge cela au niveau des mairies de communes tout court. Merci, Charles. Que les titulaires des sièges municipaux, c'est-à-dire les magistrats municipaux titulaires, soient des autochtones. Merci, Paul. Ça c'est pour les faibles, les mots. Bon, moi, j'estime... Oui. Nous sommes faibles. Voilà les qualificatifs. Exactement. Voilà les qualificatifs que le colon a c'est bon. Voilà les qualificatifs. Allez-y. Mais on ne voit pas les dynamiques. Oh là là, on a fini l'émission. C'est lui qui a On ne voit pas l'effort. On a fini l'émission. Maître, allez développer un mot. Non, il n'a plus la parole. On a fini l'émission. Tu ne respectes pas la parole de l'autre. Non, soyez les gars. Non, s'il vous plaît, monsieur Yann. Allez-y. Lembo les faibles. Non, laisse ça, tu ne fais pas la récupération. S'il vous plaît. Tu as 23 ans dans l'arène politique. Il faut arrêter ça. On ne fait pas la récupération avec moi. Ah non, Charles, vous dites un mot. Oui, non, moi j'estime que actuellement nous avons un pays qui a plusieurs tribus, ethnies, appelons-les comme on veut, communauté, c'est les termes pour essayer par exemple, dans la communauté là, quand vous dites la communauté Oundu, chez vous, vous avez les Bénin, vous avez les, quand vous dites les Étones, vous avez les Manguissa qui se plaignent. Quand vous allez chez les Étones, vous avez les Osananga, c'est-à-dire, vous avez dans le Mbam, vous avez les Yamba Salet. Donc, moi j'estime qu'à un moment donné, il faudrait juste qu'on ait cette élévation spirituelle, sociologique, morale, qui voudrait qu'on se comprenne. Moi, j'estime. Maintenant, au niveau des listes, que les partis politiques essayent, tant bien que mal, d'essayer, parce que moi, mon thème, essayer à toute sa place. Il n'y a pas l'absolu dans le respect. Merci. Essayer de respecter les thèmes et qu'on essaie d'équilibrer. Merci. Il n'y a pas qu'au niveau des listes. Au niveau des municipales, il faudrait que ceux qui ont pris au niveau municipal laissent aussi les autres niveaux, sénatorial, régional. Il y a tout ça qui arrive. Pour moi, la composante sociologique a une définition qu'il faut respecter. Il faut respecter. Point. C'est-à-dire le reste là va découler de cela. Le juge sera interprété la loi. Maître, un mot pour sortir. Dans tous les cas, nous avons tout dit. Mon cher député, je voudrais tout simplement que chaque parti politique connaisse ce qui lui reste à faire. Booster les Camerounais pour s'inscrire sur les listes électorales, car la saignée depuis 43 ans est grande. Merci à vous à la maison d'avoir suivi Carte sur table. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition. Bonsoir.